en elles-mêmes, qui sont une source d'erreur aussi, par manque de validité, par manque de fiabilité, ou sur les conditions de passation. Là, il y a une source d'erreur aussi. Et puis, l'évaluer, lui aussi, est une source d'erreur. Ses performances peuvent fluctuer indépendamment de sa maîtrise d'une matière donnée. Il peut y avoir des phénomènes de fluctuation chez lui aussi. Et donc, ça fait trois sources d'erreurs. Et quand ces trois sources d'erreurs sont en interaction, ben, ça peut produire vraiment beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et donc, des problèmes de fiabilité des informations que vont nous fournir les dispositifs d'évaluation qu'on met en place. Et or, ces informations peuvent avoir des conséquences non seulement sur les individus, mais aussi sur les organisations. Si on se transpose dans le monde de la formation en entreprise, on consacre des budgets très importants à la formation et on peut prendre sur base d'évaluation des décisions d'arrêt de formation, de réinvestissement, et il vaudrait donc mieux que les informations soient fiables. Donc, l'approche qualité, elle vise à essayer de faire en sorte que ces sources d'erreurs fournissent de moins en moins d'erreurs et soient de plus en plus fiables. Donc, c'est très documenté, comme je le disais. La plupart d'entre vous connaissent le livre de Gilbert de Lancer, Évaluation continue et examen. Ça date de 1986. Et c'est truffé d'exemples de biais dans le domaine de l'évaluation. Et il explique très bien en quoi ces trois sources d'erreurs que je viens de citer sont à contrer quand on met en place des dispositifs d'évaluation. Et je résiste pas à vous donner un exemple qui serait encore valable aujourd'hui si vous êtes enseignant dans le supérieur, vous êtes amené à corriger des copies, et on pourrait refaire l'expérience de Bognol qui date d'il y a un demi-siècle, en 72. Bognol propose de corriger des séries de copies qui sont en fait ici dans son dispositif expérimental, toutes de valeur moyenne. Vous voyez sur le petit schéma, toutes les copies blanches ici sont des copies dont il s'est assuré qu'elles sont toutes de la même valeur moyenne, c'est une performance moyenne. Et puis dans cette série de copies, il va introduire une copie très mauvaise. C'est la petite copie rouge ici que j'ai placée dans le schéma. Et il va observer ce que ça produit au niveau de la correction chez les correcteurs qui sont amenés à corriger cette série de copies. Et qu'est-ce qu'il observe? C'est que directement après avoir corrigé une copie très mauvaise parmi d'abord un lot de copies de valeur moyenne, les copies qui vont suivre, qui sont pourtant de valeur moyenne, vont être surévaluées par le correcteur. Et il répète ça plusieurs fois et il obtient à chaque fois les mêmes résultats. Et il rend son dispositif expérimental encore un peu plus sophistiqué. Il va introduire ce qu'il appelle une encre lourde. Donc cette petite copie rouge là dans la série de copies moyennes, cette copie mauvaise, il appelle ça une encre. Et il va introduire alors des encres beaucoup plus lourdes, c'est-à-dire qu'il va introduire dans les séries de copies 2, 3, voire plus de copies très mauvaises parmi la série de copies moyennes. Et il va constater que ça aura encore plus d'effet sur les copies qui suivent. Le phénomène de surévaluation des copies qui vont suivre va perdurer d'autant plus longtemps qu'il aura mis beaucoup de copies très mauvaises juste avant. Et il va même refaire l'expérience avec des copies très bonnes. Et là, c'est le phénomène inverse, c'est que les copies très bonnes ont une influence négative sur les copies qui suivent. Et d'ailleurs, si vous interrogez vos étudiants, si vous-même vous avez été étudiant, donc vous savez qu'on évite de suivre lors d'un examen oral un étudiant dont on sait qu'il est brillant, parce qu'on a un peu peur de l'impression que ça va laisser au prof quand ça va être votre tour d'être interrogé. Et là, Bognol a mis en évidence ça de façon expérimentale, et on peut vraiment reproduire ça avec d'autres expérimentateurs, avec d'autres séries de correcteurs d'évaluateurs. Et donc, ça nous amène à ce problème, ces problèmes de biais. Il y en aurait encore des dizaines, hein, on pourrait, des expériences telles que celle de Bognol, il y en a des quantités, et on en fait encore aujourd'hui dans le domaine de l'évaluation et de la dociméologie critique. Et ça amène des chercheurs plus récemment, comme Brown, de rappeler qu'il y aurait des questions que les évaluateurs devraient systématiquement se poser.
Par exemple, sur le plan de la fiabilité, de la précision des processus de notation, on vient de le voir, on devrait se demander si les bonnes et les mauvaises réponses ont reçu une note adéquate. On devrait systématiquement se demander si c'était un autre évaluateur qui corrigeait, selon le même protocole, est-ce qu'on aurait les mêmes notes? Est-ce que la notation est exempte de préjugés, de biais? Et il pose aussi des questions sur le plan de la conception du dispositif, de son administration et de son traitement. Est-ce que l'évaluation couvre bien ce qu'elle était censée évaluer? Est-ce que l'évaluation a été passée dans des conditions correctes? Est-ce que les données de l'évaluation ont été vérifiées? Et là, on sent qu'il est déjà dans une perspective de temporalité, avant la passation, pendant la passation, après la passation. Et du coup, et surtout cette question sur l'évaluation, est-ce qu'elle couvre bien ce qu'elle était censée évaluer, ça nous amène à cette question de l'alignement curriculaire. Est-ce qu'on a des garanties dans ce qu'on a mis en place au niveau de notre dispositif d'évaluation qu'il y a un bon alignement, c'est-à-dire une concordance entre les objectifs qu'on visait, l'enseignement tel qu'il a été pratiqué et le dispositif d'évaluation? Et on reviendra un peu plus tard par rapport au cycle de construction et de gestion qualité. Il y a la première étape d'analyse qui vise à mettre en place des instruments comme les tables de spécification qui essayent de mieux maîtriser ce problème d'alignement curriculaire. Alors, pour entrer dans cette approche qualité, pour essayer de faire des évaluations de meilleure qualité, ce que je propose depuis quelques années, c'est d'avoir comme point de départ un paradigme, d'être sur la même longueur d'onde avec les partenaires avec lesquels on travaille sur 4 facteurs clés qu'il va falloir prendre en compte quand on va créer des dispositifs d'évaluation, et aussi de dire qu'il y a 2 cadres en toile de fond qui vont influencer aussi à un moment donné le dispositif qu'on va mettre en place. Alors, au centre des facteurs clés du paradigme de l'approche qualité, il y a d'abord les besoins des acteurs. Et on aurait intérêt à se préoccuper, beaucoup plus qu'on ne le fait habituellement, des besoins des acteurs qui sont concernés, des parties prenantes dans les dispositifs d'évaluation. Il y a bien sûr les étudiants, les évalués, mais il y a aussi les formateurs, les enseignants. Et puis autour d'eux, il y a encore d'autres personnes qui peuvent être des parties prenantes. Il y a des gestionnaires des parcours de formation. Il y a, si on se transpose à l'enseignement classique, les parents, par exemple, qui sont aussi des acteurs qui ont des besoins en termes de dispositifs d'évaluation, d'informations à propos de la façon dont leurs enfants sont évalués. Donc, des acteurs qui ont des besoins et on devrait prendre en compte mieux ces besoins. Ça ne suffit pas. Et il y a aussi, et c'est la petite bulle qui est là en haut du schéma, l'idée que si on veut faire du bon travail, il faut qu'on ait des critères qui nous permettent de nous guider par rapport à l'idée qu'on est en train de faire du bon travail sur une série de critères que l'on a en tête. J'y reviendrai tout à l'heure. Ça ne suffit pas d'être attentif aux besoins, d'avoir des critères de qualité. Il faut aussi avoir des modèles, des méthodes qui nous guident dans les actions qu'on va entreprendre pour créer les dispositifs d'évaluation. Et là, on aurait intérêt à utiliser des modèles qui sont validés par la recherche et qui ont fait leurs preuves. Et puis, ça ne suffit pas d'être attentif aux besoins, d'avoir des critères, d'avoir des modèles pour guider nos actions. Il faut aussi des ressources. On a intérêt à s'équiper en ressources matérielles et en ressources humaines. On devrait d'ailleurs plutôt parler de richesses humaines que de ressources humaines. J'y reviendrai aussi tout à l'heure. Il y a des liens à faire avec les CEDAP du projet Corété. Tout ça est très impacté aussi par des cadres contextuels. Une université au Maroc, ce n'est pas la même chose en termes de cadre contextuel qu'une université à Lausanne, par exemple, ici en Suisse. Et donc, ça va impacter les besoins, ça va impacter les critères sur lesquels on va mettre l'accent, les modèles, les ressources. Mais il y a aussi un autre cadre en toile de fond qui est à prendre en considération. Si, par exemple, je mets en place un dispositif d'évaluation dans le monde de la formation en entreprise, il y a des valeurs dans le monde de la formation en entreprise, dans le monde des entreprises, auxquelles probablement on va être beaucoup plus attentif. Des facteurs de rentabilité, des facteurs de rentabilité à court, à moyen terme, qui sont peut-être pas présents si on monte un dispositif d'évaluation dans le monde académique, par exemple, où il y a d'autres valeurs qui vont entrer, qui vont être plus prégnantes. Donc ça, c'est le paradigme de l'approche qualité qui va alors nous permettre d'y voir un peu plus clair sur qu'est-ce qu'on va faire par la suite et sur quoi on va être attentif par rapport à nos dispositifs d'évaluation. Donc, par rapport vous voyez qu'en haut à droite, là, je vous mets le petit paradigme en vignette et on va s'intéresser à cette question des modèles. Un modèle qui est
qui a pignon sur rue et qui a fait ses preuves, qui est le plus utilisé dans le monde de la formation des adultes et en particulier dans le monde de la formation en entreprise, c'est le modèle de Kirkpatrick. Jean-Michel vous en a déjà parlé ce matin et je ne vais pas donc revenir longtemps là-dessus. Et donc, il y a 4 niveaux. 2 premiers niveaux, le niveau des réactions, le niveau d'évaluation de satisfaction, ensuite le niveau 2 d'évaluation des apprentissages, qui vont mesurer des effets dans l'environnement de formation. C'est très pratiqué dans l'enseignement supérieur. On fait beaucoup d'évaluations de satisfaction. Évidemment, on est amené à faire des évaluations des apprentissages, mais probablement qu'on fait moins d'évaluation au niveau 3, d'évaluation du transfert des acquis de la formation dans l'environnement professionnel. Et c'est dommage, mais parfois, dans certaines sections, on le pratique plus que dans d'autres. Par exemple, en faculté de médecine, les étudiants font des stages, et donc là, on est amené à un moment donné à s'inquiéter de est-ce qu'ils sont capables de transférer ce qu'ils font, ce qu'ils ont appris dans le cadre de leur formation. Et on le fait avec, en général, des maîtres de stage qui veillent et qui, à un moment donné, sont amenés aussi à évaluer ces étudiants en stage. Mais on pourrait le faire plus systématiquement avec des outils, et on a des outils qui peuvent, à un moment donné, aider à prendre des informations sur ce niveau 3. Le niveau 4, c'est le niveau de l'impact. Si on consacre des budgets, si on met en place des systèmes de formation, c'est pour essayer d'avoir un impact qui peut varier d'une situation à l'autre. Alors, tous ces dispositifs d'évaluation qui peuvent avoir lieu à ces 4 niveaux vont demander des procédures et des outils adaptés. Et donc, on va devoir être attentif au niveau qu'on vise et à ce qu'on va faire par rapport à ce niveau. Et là aussi, je vais revenir en détail tout à l'heure. Un autre auteur qui m'a beaucoup influencé par rapport à ce que je peux proposer dans le cadre de ces approches qualité, c'est Deming. Et Jean-Michel en a parlé rapidement aussi, je pense, ce matin. Et il y a quelque chose d'intéressant chez Deming, c'est qu'il nous dit que si vous voulez vraiment comprendre ce que vous faites, eh bien, vous devez vous intéresser aux procédures, aux processus qui vous permettent de réaliser ce que vous faites. Or, souvent, quand on crée une évaluation, on commence par créer les questions, on crée le questionnaire et on diffuse le questionnaire. Mais on aurait intérêt à s'interroger sur mais qu'est-ce qu'on aurait intérêt à faire dans une approche qualité en termes de processus quand on crée une évaluation. Et c'est là tout l'intérêt des cycles de construction et de gestion qualité qui reprennent aussi une autre idée de Deming qui est cette fameuse roue où il nous dit que dans tout processus, il y a 4 temps. Il y a d'abord un temps de planification, un temps de réalisation, un temps de prise d'information pour vérifier si ce qu'on a réalisé correspond à ce qu'on avait planifié. Et puis un temps où on va tirer les leçons de ce qui a été fait en vue d'améliorer le prochain cycle par rapport au processus qu'on met en œuvre. On peut appliquer ce genre de processus au domaine de la construction d'évaluation et on va le voir tout à l'heure. L'idée, c'est que probablement, enfin, c'est en tout cas une thèse que je défends, c'est que dans le cadre d'un dispositif d'évaluation, il y aura plus que 4 étapes. On retrouvera ces 4 étapes, mais certaines de ces étapes devront être un peu plus raffinées que le propose au départ Deming. C'est important d'avoir ce genre de réflexion parce que là, on est vraiment dans une perspective alors d'amélioration de la qualité. On peut se dire que si on adopte ce genre de processus en cycle, on va pouvoir améliorer la qualité du dispositif d'évaluation. Or, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de problèmes au départ, 3 sources d'erreurs en interaction. Ça peut causer beaucoup de problèmes dès le départ. Et si on a cette perspective d'approche qualité, on peut en tout cas faire le pari qu'on va améliorer les choses par rapport à des situations où on n'utilise pas ce genre de cycle. On peut aussi se dire qu'on pourrait améliorer, qu'on pourrait mesurer les progrès accomplis d'un dispositif à l'autre, mais à condition d'avoir un système de qualité qui va nous éviter de dédringoler la pente ou la pente vers la qualité à chaque fois qu'on veut créer un dispositif d'évaluation. Il faut qu'on tienne des traces de qu'est-ce qu'on a amélioré d'une fois à l'autre et pour en tenir compte pour les fois suivantes. Dans ce facteur clé des modèles, si on croise maintenant cette idée de route Deming avec les cycles de construction et de gestion qualité, ça veut dire que pour chacun des niveaux, il y aurait un cycle de construction et de gestion qualité que l'on pourrait imaginer. Et le travail de ma thèse, ça a été notamment, il n'y avait pas que ça dans ma thèse, mais il y avait l'idée de réfléchir à un cycle de construction et de gestion qualité de tests standardisés pour le niveau 2 des apprentissages.
Avec un collègue de l'Université du Québec à Montréal et avec toute une équipe, on a aussi adapté ce cycle de construction de gestion qualité pour le niveau 2 au niveau 3 d'évaluation du transfert. On a dû l'adapter, mais en gardant les 8 étapes. Les 8 étapes sont tout à fait valables aussi pour le niveau 3. Et plus récemment, avec des collègues de l'hôpital universitaire de Lausanne, on a créé un cycle de construction de gestion qualité pour créer des évaluations de satisfaction où on maîtrise mieux la qualité que ce que l'on fait habituellement quand on le fait sur un coin de table rapidement, sans avoir une réflexion en termes de modèle en cycle de construction de gestion qualité. Alors, par rapport aux critères de qualité, donc là, je suis sur la petite bulle de haut, là, dans ma vignette. Il y a les critères classiques de validité, de fidélité, je ne vais pas revenir dessus, mais on aurait intérêt aussi à se préoccuper d'autres critères, comme par exemple la communicabilité. C'est l'idée qu'on pourrait communiquer beaucoup plus d'informations qu'on ne le fait habituellement par rapport au dispositif d'évaluation. Et c'est ce qu'on propose de se mettre comme critère quand on observe, quand on analyse la qualité d'un dispositif. La diagnosticité aussi, l'idée que si on veut soutenir les apprentissages à travers nos évaluations, si on veut aussi faire en sorte que nos évaluations améliorent les dispositifs de formation, il faut s'inquiéter de la diagnosticité. Est-ce qu'ils permettent de faire des diagnostics? Ensuite, il y a d'autres critères. On en a compté 8, on en a encore ajouté un avec Bernadette Charlier récemment, mais je vais me contenter des 8. L'équité, c'est évident. La praticabilité, c'est l'idée que il faut aussi tenir compte des ressources que l'on a. Ça ne sert à rien d'imaginer un dispositif d'évaluation qui vous demanderait le budget de la NASA. Il faut rester réaliste par rapport aux ressources qui sont à disposition. Et ça justifie aussi pleinement aussi la mise en place d'équipes de CEDAP au niveau du projet Coretel. Les questions devraient avoir du sens, tout le dispositif devrait avoir du sens pour les évaluer, et ça, c'est le critère d'authenticité. Et puis, un dernier critère de sensibilité, je vois encore trop souvent des enseignants qui évaluent leurs étudiants avec des vrais faux. C'est à proscrire. Un vrai faux, il n'y a pas de mesure plus frustre des performances des personnes qu'un vrai faux. Si on utilise des questionnements fermés, alors autant utiliser des questions à choix multiples et y ajouter une technique comme par exemple les degrés de certitude qui permettent de mesurer de façon beaucoup plus sensible les performances des apprenants. Donc 8 critères qui vont nous aider là à juger de la qualité de nos dispositifs d'évaluation pendant qu'on les construit et après, quand on doit les évaluer, essayer de les améliorer. Le critère des ressources, eh bien, vous avez une image de membres d'équipe de CEDAP. Les ressources humaines des CEDAP, des centres d'appui aux évaluations pédagogiques, c'est vraiment à la base de tout. Et évidemment, ils sont équipés d'une plateforme qui s'appelle Docimo, sur laquelle je reviendrai aussi plus tard. Et ils ont aussi de l'équipement plus hardware qui leur permet de faire face à des grands groupes d'étudiants, là où il y a des enseignements dans des amphis de 1000, 2000 étudiants. Avec ce genre d'équipement, on peut faire face. Et avec une approche qualité en plus et des cycles de construction de gestion de qualité, on peut garantir que le travail, la qualité sera au rendez-vous du travail. J'en viens maintenant à la deuxième partie de mon exposé qui concerne ce que ça donne, l'application de ces cycles de construction et de gestion qualité aux 3 premiers niveaux du modèle de Kirkpatrick. Et je vais utiliser des exemples qui viennent essentiellement d'un partenariat qui est en cours en ce moment avec une association ici sur Lausanne qui s'appelle Palliativo et qui offre des formations en soins palliatifs et qui notamment forme des personnes qui travaillent dans des établissements où on accueille des personnes âgées et parfois parmi ces personnes âgées, il y a des personnes en fin de vie, donc elles ont besoin de compléments de formation. Les personnes qui encadrent, qui soignent ces personnes ont besoin de formation en soins palliatifs et c'est ce que cette association fait. Ceci est une autre façon de présenter les 4 niveaux de Kirkpatrick. Et simplement, je resitue les 3 cycles parce qu'on va en parler là maintenant. Et aussi parce que ce schéma, qui diffère un peu des autres, postule que les évaluations de niveau 1 auraient moins d'utilité, fourniraient des informations moins utiles, vous voyez, que les autres niveaux. Et vous verrez tout à l'heure un contre-exemple. Il faut un peu se méfier de ce genre de représentation, de postulat qu'il y a derrière ce genre de schéma, parce que la réalité, parfois, montre que ce n'est pas forcément vrai à tous les coups.
Et c'est vrai aussi que, en tout cas, que la complexité de récolte d'informations est peut-être plus compliquée quand on est au niveau 4 et au niveau 3 que quand on est au niveau 1. Ça, je l'accorde. Et c'est aussi tout l'intérêt alors d'avoir des cycles de construction et de gestion qualité, des modèles qui vont nous guider dans les actions à entreprendre, et puis aussi d'instrumenter ces cycles avec des plateformes, par exemple, et du matériel qui va nous aider à rendre les choses plus simples et plus aisément praticables. Alors, vous voyez qu'en haut à droite, sur les qui suivent, je vais vous présenter à chaque fois le cycle de construction et de gestion qualité avec ces 8 étapes. Et là, on est dans la première étape, l'étape d'analyse. Alors, le gros enjeu de ces étapes d'analyse, c'est de s'assurer qu'on évalue bien ce qu'on était censé évaluer. Et là, les tables de spécification sont un bel outil, à mon avis sous-utilisé, parce qu'ils permettent de faire le point sur ce qui est à évaluer, ce qui est important à évaluer. Et ici, on a un exemple de table de spécification pour le niveau 2, donc l'évaluation des apprentissages. On aura dans les premières colonnes les chapitres, les sections, et puis les points à évaluer. Et on aura dans des colonnes qui vont suivre les processus mentaux sur lesquels on veut interroger les élèves, les étudiants, par rapport aux points à évaluer, les points de matière, les points de contenu. C'est pas la même chose d'évaluer un point de contenu donné et d'avoir en tête d'évaluer la connaissance ou d'évaluer l'analyse sur un même point de contenu. Et donc, c'est important d'avoir ce genre de tableau qui permettent de bien préciser ce qu'on veut évaluer. Et tout l'enjeu là derrière aussi, c'est la cohérence entre ce qui est évalué et ce qui est prescrit, ce qu'on avait défini en termes d'objectifs et ce que l'on va retrouver à un moment donné en termes de questions, et de faire le lien aussi avec ce qui a été réellement enseigné. Et donc, le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, le schéma de l'alignement curriculaire, on voit bien ici tout l'intérêt de s'outiller avec des tables de spécification pour garantir cette cohérence. L'étape 2, c'est l'étape de design. Là, une fois qu'on sait ce qu'on veut évaluer, vient le moment où il va falloir s'interroger sur comment on va l'évaluer. Et donc, de mettre en place un plan du dispositif d'évaluation. Dans le cadre de la formation continue en soins palliatifs dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vous donne cet exemple. Il a eu lieu en 2019 où c'était 2 jours de formation. Et donc, on a une formation le 9 mai, une autre formation le 10 mai. Et lors de la première journée de formation, on a commencé par un pré-test. Et là, on est sur le niveau 2, évaluation des apprentissages. Ensuite, on aurait pu le placer ailleurs, mais c'est en co-construction avec les formateurs qu'ils ont décidé de le mettre à la fin de la journée. On a proposé, la première journée, un questionnaire pré-test sur les comportements transférés, de voir un peu où ils en étaient, les apprenants en cours de formation, par rapport à ces comportements transférés, comment ils se sentaient par rapport à ces comportements transférés qu'on leur annonçait dans le questionnaire. Là, on était sur le niveau 3, évaluation du transfert. Ensuite, lors de la deuxième journée, à la fin de la deuxième journée, on a proposé une enquête de satisfaction qu'on a réalisée avec un modèle dont j'aurai l'occasion de vous reparler tout à l'heure. Et là, on est donc sur le niveau 1. Et à la fin de cette deuxième journée, on a aussi reproposé le pré-test de départ, on l'a proposé en post-test. Et ça nous a permis alors de mesurer les écarts entre le pré et le post-test et de voir réellement quels sont les gains d'apprentissage grâce à cette formation. Et plus d'un mois après la formation, on est revenu avec le questionnaire sur les comportements à transférer, mais aussi avec des items sur les variables de transfert qui peuvent influencer ce transfert. Et là, on est sur le niveau 3. Et vous voyez, là, on a établi avec l'équipe de formation un plan d'évaluation qui nous a donné alors une façon de faire, de procéder pour récolter des informations sur la formation et au final sur la qualité de cette formation. On retrouve ici dans les 2 premiers jours là, les évaluations dans l'environnement de formation, et par rapport aux évaluations dans l'environnement professionnel, on retrouve le questionnaire sur l'évaluation du transfert. Mais de nouveau, regardez ici, on avait déjà une préoccupation N3 dans l'environnement professionnel, dans l'environnement de formation. Donc ces schémas tout faits qu'on vous montre, parfois il ne faut pas les prendre à la lettre. On peut imaginer des dispositifs où ça peut justifier déjà se préoccuper des transferts de comportement pendant la formation elle-même. Étape 3, c'est l'étape des items. Maintenant qu'on sait comment on va évaluer ce qu'on avait d'abord en toute première étape décidé d'évaluer, on peut commencer à construire des items et alimenter des banques de questions.
Et pour les 3 niveaux d'évaluation selon le modèle de Kirkpatrick, on ne va pas avoir les mêmes items. Donc les banques de questions vont être différentes en fonction des niveaux. Ici, pour le niveau 1, on va avoir des échelles de Likert classiques, c'est les items qu'on peut imaginer par rapport au niveau 1. Pour le niveau 2, apprentissage, on a proposé des questions à choix multiples avec des solutions générales comme aucune ou toutes étaient correctes. Et on a aussi proposé l'idée qu'ils pourraient dire qu'ils ne savent pas. Et donc, proposer cette option-là aussi dans cette partie item 2, apprentissage, pour les besoins de cette formation continue-là. Et pour les items liés au niveau 3 transfert, il y avait 2 aspects à distinguer, les comportements transférés et les variables qui vont influencer le transfert. Pour les comportements transférés, on va se retrouver sur des échelles de fréquence par rapport à des items. Par exemple, ici, je m'informe sur la personne habilitée à représenter le bénéficiaire en cas d'incapacité de discernement. Voilà, est-ce qu'il le fait? Jamais, toujours, ou peut-être c'est quelqu'un qui vient d'être engagé et pour lui, il n'a pas encore eu l'occasion de... Donc, c'est non applicable. Les variables qui influencent le transfert, c'est par exemple un item comme celui-ci. Mon environnement de travail me permet de mettre en pratique ce que j'ai appris dans ce cours. Pas du tout d'accord, tout à fait d'accord. On voit bien l'intérêt de poser ce genre de questions parce que c'est peut-être pas la formation qui va faire qu'il y aura du transfert ou pas, c'est peut-être l'environnement professionnel. Peut-être que la personne n'aura pas l'occasion de pratiquer ce qu'on lui a dit dans le cadre du cours. Elle n'a pas des opportunités. Donc, il faut pouvoir discerner ce genre de phénomène et poser des questions sur les variables de transfert. On en arrive maintenant à l'étape 4. Donc, on a créé des banques de questions. L'étape 4, c'est l'étape d'information. C'est aussi en lien avec ce critère information. Et l'idée, c'est d'élaborer et de réaliser un plan d'information avant de mettre en place ce dispositif. Et donc, ça peut être un email qui est envoyé aux évalués, aux parties prenantes, en vue de les informer sur les visées et les modalités pratiques en lien avec le plan d'évaluation. Ça peut être mettre à disposition des exemples de questions, des examens à blanc, s'il y a des enjeux de certification. Ça peut être entraîné à des modalités de questionnement si c'est nécessaire. Par exemple, si vous utilisez les degrés de certitude, il y a fort à parier que les évalués n'auront jamais utilisé auparavant les degrés de certitude. Si c'est la première fois qu'ils le découvrent, il faut d'abord les familiariser, il faut d'abord les entraîner à l'utilisation de ces degrés de certitude. Et puis, il y a aussi peut-être des familiarisations avec les modalités de feedback. Vous avez vu qu'on insiste sur la diagnosticité. Et donc, ça veut dire que les feedbacks vont avoir beaucoup d'importance dans notre perspective, dans notre approche qualité. Et du coup, comment obtenir, interpréter un feedback quand on est un évalué, quand on est une partie prenante du dispositif d'évaluation? Il y a probablement, avant même de mettre en place ce dispositif, de familiariser les apprenants, les parties prenantes avec ces modalités. On en arrive maintenant à la 5e étape, l'étape de passation, proprement dite. C'est là où les questionnaires vont être passés, où les répondants vont fournir des informations. Vous retrouvez ici le plan d'évaluation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et pour le pré-test et le post-test, ça va se manifester dans un questionnaire d'évaluation qui va être diffusé au moment où on a décidé qu'on le diffuserait et on va récolter les informations. Pour l'enquête de satisfaction, c'est à la fin de la 2e journée, ça va être aussi un questionnaire qu'on va diffuser. Et dans le cas de notre formation Palliativo, ce sont des questionnaires papier-crayon. Le public est captif. On est sûr d'avoir de l'ordre de 100% de réponse à nos questionnaires. Pour la partie un mois après, le questionnaire sur le transfert des comportements dans l'environnement professionnel, ça va être aussi un questionnaire, mais lui, il va être en ligne. Et donc, on va envoyer un email avec le lien vers le questionnaire et les participants vont être amenés alors à devoir compléter le questionnaire en ligne. Et on voit tout l'intérêt d'avoir une réflexion en termes d'ingénierie des évaluations en formation. On voit qu'on va passer du papier crayon au questionnaire électronique et tout ça peut être combiné et à travers aussi 3 niveaux de Kirkpatrick qui sont combinés pour le même dispositif de formation. On en arrive à l'étape 6, l'étape de traitement. Donc, tout ça va générer énormément de données qu'il va falloir traiter pour pouvoir ensuite réaliser, créer les feedbacks. Et donc là, on travaille avec des outils comme par exemple Google Sheet, on travaille en équipe, donc on est amené à plusieurs à travailler sur des données, et donc pouvoir avoir un outil comme Google Sheet qui nous permet de faire du travail collaboratif en ligne, c'est vraiment précieux. Une fois qu'on a des résultats fiables, après avoir fait une série de contrôles qualité, on peut alors livrer des feedbacks. Et ici, dans le cadre de cette formation Palliativo, sont des rapports qui sont fournis
aux parties prenantes, à l'équipe de formation, aux bénéficiaires, aux participants, et qui permettent alors de voir où on en est par rapport aux 3 niveaux de Kirkpatrick en lien avec le dispositif de formation. Un exemple de feedback pour le niveau 1, ben, on a ce genre de graphique en radar où on a les différentes questions qui sont reprises ici, qui sont des questions qui sont articulées avec un modèle dont je n'ai pas le temps de vous parler, qui est le modèle de paramétrage des actions didactiques, mais qui postule qu'il y a 10 grands paramètres dans toute situation de formation. Et les questions sont articulées sur ces paramètres. Et on retrouve ici les 10 questions, les 10 paramètres. Et on voit que pour certains paramètres, on est plutôt bon, on se rapproche du maximum possible. Pour d'autres paramètres, on est un peu moins bon. La partie pointillée au rouge, c'est la moyenne pour l'ensemble des items du questionnaire. Donc on voit que certains items sont au-dessus de la moyenne et d'autres sont en dessous. Et ceux qui sont en dessous, ben, c'est le signe que peut-être il y a des choses qu'on pourrait essayer d'améliorer. Je vous ai dit que je vous raconterai l'histoire de cette application de ce genre de cycle de construction et de gestion qualité à la formation pratique dans l'hôpital universitaire ici à Lausanne. Il y a des étudiants qui viennent en stage et qui font des stages de 3 à 6 mois, des stages de longue durée. Et le coordinateur de la formation pratique savait que dans certains départements, ça ne se passait pas très bien, mais il n'avait pas vraiment de façon d'objectiver les choses. Et il est arrivé avec une demande au même moment où nous, on envisageait de travailler sur un cycle de construction et de gestion qualité pour le niveau 1. Et ensemble, on a créé avec toute une équipe un processus de construction et de gestion qualité des évaluations au niveau 1. Et on voit ici un département dont on savait par oui dire qu'il y avait des problèmes, mais là, on a pu objectiver. Et on a pu dire sur toute une série de dimensions, ben, il y a des problèmes, on le voit. Et on a pu alors alerter les responsables du département qui ont eux-mêmes activé toute leur équipe. Et ce n'était pas de la mauvaise volonté de la part des équipes, c'était plus qu'ils fonctionnaient dans des espèces de routines qui étaient des routines négatives. Mais voilà, ils ne se rendaient plus vraiment compte au fil du temps qu'il y avait toute une série de problèmes qui se posaient dans la façon dont ils accompagnaient les stagiaires dans leur département. On a donc pu remédier à ça, créer des moments, des ateliers, de réflexion, de co-construction avec ces équipes pour améliorer les choses. Et l'avantage de ce système en cycle où on recommence le même dispositif d'année en année, c'est qu'on peut alors comparer avant-après. Et voilà ce que ça a donné 1 an après. Et on voit que le même département, il est beaucoup mieux par rapport à toute une série de points où c'était assez négatif. Il y a encore peut-être un endroit ou l'autre où on pourrait améliorer les choses sur l'une ou l'autre dimension, mais on voit le travail énorme qui a été accompli et qui était extrêmement gratifiant et satisfaisant pour les personnes, alors quand elles reçoivent 1 an après ce genre de feedback et quand elles peuvent comparer avec ce qu'elles avaient l'année précédente. Ici, c'est un feedback pour le niveau 2. Là, on est sur l'évaluation des apprentissages. Et donc, on a fait un pré-test et un post-test, ce qui est recommandé dans la littérature, mais qu'on fait rarement, parce qu'on a rarement aussi les moyens de le faire. Et si on a un centre d'appui aux évaluations qui vous aide à faire un pré-test et puis ensuite un post-test, on peut en arriver, et si vous voyez les participants à la formation, à, pour chacun des participants, lui montrer où il en était au pré-test. Ce n'était pas terrible pour le premier, il avait 17%, mais c'est logique, c'était un pré-test, on est là pour lui enseigner, mais il n'a pas beaucoup progressé par rapport à son post-test. On voit qu'il est passé de 17% de réponse correcte à 25%. Et il a fait juste une progression brute de 8%. En gain relatif, ce n'est pas terrible non plus. Par rapport à la marge de progression qu'il avait pour, entre 17 et 100%, il avait une énorme marge de progression. Il n'a pas progressé beaucoup, à peine 10%. On voit qu'il y a d'autres profils qui ont mieux bénéficié de la formation. Par exemple, cet individu-ci, qui avait 25% de réponses correctes au pré-test, mais qui, au post-test, en a 75%. Et par rapport à la marge de progression possible, il a fait une progression de 50%. Et on voit que cette progression brute en gain relatif, elle est de 66,7%. Mais ce genre de graphique, il faut l'expliquer aux apprenants. Et donc, l'étape de communication, l'étape où on communique l'information, on explique, on familiarise les feedbacks, elle est vraiment hyper importante. Pour l'évaluation du transfert, on est dans d'autres types d'évaluations. Par exemple, ici, on a les comportements qui sont listés. Et ce sont des comportements qu'on voudrait voir mis en pratique dans l'environnement professionnel. Et à chacun des participants, on va lui demander,
par rapport à tous ces comportements-là, sur lequel tu voudrais mettre la priorité, toi? Et on va prendre le dernier ici. Ce sont des codes pour anonymiser les données. On voit que le dernier, là, il a choisi le comportement. J'identifie à l'aide d'indicateurs si le bénéficiaire est en situation palliative. Ça, c'est un comportement qui m'intéresse beaucoup. J'ai envie de creuser, de mettre en œuvre en priorité dans ma pratique. Nous dit NERSC en choisissant ce comportement-là en A. Et puis il a un autre comportement ici, encore un troisième ici, qu'il va travailler plus particulièrement dans sa pratique professionnelle. On va regarder sur le feedback qui suit ce que ça donne par rapport à ce comportement A. Et juste avant ça, on voit la question telle qu'elle est posée dans le questionnaire de transfert. Et on voit qu'il a une échelle de fréquence. Et il a choisi de le mettre en A ici. Il a pu cocher, enfin, il a pu écrire A dans la petite zone qui est prévue dans le questionnaire sur l'évaluation du transfert. Et il peut aussi dire que c'est non applicable. Et vous verrez que, en fait, NERSC ici, c'est un nouveau venu dans l'équipe. Et il arrive à peine, il débarque, et donc il n'a pas encore eu le temps de mettre en place. Il aura coché, en fait, non applicable. C'est ce qu'on voit sur ce graphique-ci, où on voit en termes de pré-test avant la formation, ou plutôt pendant la formation, on leur a déjà demandé comment ils se sentaient par rapport aux différents comportements qui étaient visés par la formation. Et en bleu, on a le ressenti en pré-test, et en vert, on a le ressenti un mois après en post-test. Et on voit que NARSC, c'est un nouveau, il a choisi non applicable, mais pendant le mois là où il a été en fonction, il a beaucoup mis en pratique ce comportement qui était attendu en fin de formation et auquel il a été formé. On voit que pour certains, il y a des améliorations, pour d'autres, c'est pas terrible en termes d'amélioration, parfois il y a même des baisses, mais grosso modo, quand même, on voit une amélioration au niveau du post-test. On en arrive maintenant à l'étape 8, l'étape de macro-régulation, et c'est cette fameuse étape acte dans la roue de Deming, où on a alors l'idée de faire des rencontres avec l'équipe des évaluateurs, l'équipe de formation, les commanditaires, etc., et d'entamer des discussions à propos de ce qui a été apprécié, de ce qui devrait être amélioré. Et on a bien appliqué dans ces moments-là la méthode KISS. Alors, peut-être vous en avez déjà entendu parler, KISS, c'est l'abréviation de KEEP, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va garder? On va structurer l'entretien en disant, bon, ben, parmi toutes ces choses qui ont été faites aux 8 étapes, qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, improve? Qu'est-ce qu'il faudrait introduire de neuf, start? Et qu'est-ce qu'il faudrait arrêter de faire parce qu'on dépense de l'énergie pour rien? Et en se posant ce genre de questions à la fin d'un cycle, on peut se donner des garanties qu'au cycle suivant, on fera du travail de meilleure qualité aux différentes étapes. Troisième partie de mon exposé, il concerne l'instrumentation de ces cycles de construction et de gestion qualité. Et ici, je vais vous parler du projet Docimo, de cette plateforme qui est un véritable Assessment Management System, qui a démarré en 2004 avec un premier projet. Jean-Michel vous en a parlé aussi ce matin sur une de ses dias. Ce prototype a ensuite été amélioré, c'est appelé Exams. Et puis, en 2012, la spin-off qui avait été créée et qui développait ce prototype-là a commencé à créer un nouveau, et ils sont repartis un peu de scratch, mais toujours avec une volonté de cycle de construction et de gestion qualité. Et on a appelé ça Docimo. Puis, je crois que c'était en 2016 et pas en 2017, la spin-off ACES Group est devenue une société Itinera Group. Et elle a continué le développement de Docimo et on en est arrivé en 2018 à une version 2 et on attend en ce moment la version 3 avec de nouvelles fonctionnalités. Alors, cette plateforme, qu'est-ce qui la démarque des autres plateformes? Il y a notamment une gestion des processus mentaux et des contenus à l'aide de tables de spécification. Il y a des banques de questions qui sont gérées à l'aide de ces tables de spécification. Je vais vous montrer concrètement tout à l'heure quelques écrans. Il y a du travail en ligne qui est possible en équipe avec différents rôles. Un gestionnaire, un rédacteur de questions, un gestionnaire de tests, etc., qui peuvent alors se répartir les tâches. Il y a la possibilité de créer des tests en ligne, mais aussi des tests papier-crayon à partir des mêmes banques de questions qui ont été élaborées en équipe en ligne.
Il y a la possibilité d'utiliser la technique des degrés de certitude. Ça se voit rarement dans des plateformes en ligne ou des plateformes de construction, de gestion, d'évaluation. Pour les évaluations en ligne, il y a un monitoring des tests en temps réel. Je montrerai un écran tout à l'heure aussi. Pour les tests papier-crayon, il y a la possibilité d'importer les fichiers et via l'acquisition automatique de données et donc de mixer une plateforme en ligne avec une chaîne de lecture optique de marque. Et je montrerai un exemple aussi tout à l'heure. Et enfin, il y a des possibilités de contrôle qualité à l'aide de R.bis. Après la passation, il y a des contrôles qualité possibles. Et puis les feedbacks personnalisés et diagnostiques sont aussi accessibles en ligne, notamment pour les apprenants. Alors, quand je vous parle de tables de spécification qui servent à la fois à mieux maîtriser les contenus, les niveaux taxonomiques, voilà ce que ça donne. On a ici la structure d'un cours et à droite, là, les différents niveaux taxonomiques. Et à ces niveaux taxonomiques, on va aussi associer des modalités de questionnement. Par exemple, pour la connaissance, on pense que le mieux, c'est d'évaluer avec des QCM. Par contre, s'il s'agit d'évaluer la capacité à créer, ce n'est pas avec des QCM qu'on va pouvoir le faire, ce serait avec des questions à réponse ouverte longue. L'analyse, on pourrait l'évaluer avec des QCM dans une certaine mesure, mais aussi avec des questions à réponse ouverte longue. Ici, il y a une question dans la banque de questions qui est une question à réponse ouverte longue qui va couvrir l'analyse. Et à côté de ça, on peut aussi imaginer une question de type à choix fermé qui va aussi mesurer l'analyse. Et toutes les pastilles vertes vous montrent les tiroirs potentiels. On va pouvoir ranger des questions. Et quand vous voyez une gélule un peu allongée, là, avec un nombre dedans, ça veut dire qu'il y a des questions dans ce tiroir. Et le nombre nous indique combien de questions il y a. Et on a donc là une façon de ranger une banque de questions qui est vraiment... Enfin, les évaluateurs apprécient ce genre d'outils parce qu'ils ont une espèce de grande armoire de rangement qui leur permet en même temps de maîtriser la validité et cette cohérence curriculaire dont on parlait tout à l'heure. Ils voient tout de suite là où il manque des questions. Ils voient tout de suite là où on en a déjà, où on va pouvoir se servir pour une prochaine évaluation. Et donc, il y a là un bel outil qui, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres plateformes qui l'offrent. Ici, on a un monitoring en temps réel qui vous met ici en ligne tous les apprenants qui sont en train de passer un test en ligne. Et on a dans les colonnes qui sont ici les différentes questions qui sont posées. Et on voit que pour cette question-ci, le premier apprenant, il a répondu incorrectement. Le deuxième, il a répondu correctement, sévère. Et on voit pour cette question-là comment ça se ventile pour le moment au niveau de la répartition des réponses correctes et des réponses incorrectes. On voit que la situation de la deuxième question est très différente. Là, pratiquement tout le monde a répondu correctement. Alors on peut se dire que soit elle est trop facile, soit ce qu'on a enseigné là derrière est bien passé. Ils ont bien compris si la question est bien conçue et si un critère bien formulé avec la table de spécification qui est en lien avec cette question, on peut se dire que alors l'enseignant a fait du bon boulot. On voit qu'il y a d'autres questions qui sont moins bien réussies, où là, il faudrait peut-être se poser aussi un peu plus de questions sur la question elle-même et sur le critère, l'objectif qui était derrière cette question. Ça nous donne des indications en temps réel par rapport à la fois aux performances des étudiants et aussi à nos performances d'évaluateurs et de formateurs par rapport à ces données qu'on visualise de cette façon au niveau du monitoring. Les évaluations dans le monde de l'enseignement supérieur sont de plus en plus sujettes à de la massification. On a, dans notre haute école pédagogique, il y a 10 ans, on avait 3 fois moins d'étudiants qu'aujourd'hui. On est passé d'environ 1000 étudiants il y a 10 ans à aujourd'hui 3000 étudiants. Et ça veut dire qu'on a donc des cours qui se donnent aujourd'hui en grands effectifs, 300, 400 étudiants, alors qu'auparavant, on avait peut-être de 50 à 100 étudiants dans un cours. Là, on pouvait les évaluer de façon classique avec des questionnaires ouverts, des questions ouvertes ou des examens oraux. Mais quand vous avez 400 étudiants à devoir évaluer dans un court terme, vous ne pouvez plus le faire avec des examens oraux ou avec des questions ouvertes. Vous devez passer à des méthodes plus standardisées avec des QCM, par exemple, avec degré de certitude, si vous voulez des mesures un peu plus sensibles. Et donc, ce problème de massification, on l'a rencontré aussi, et on a donc été amené à intégrer dans Docimo toute la partie chaîne de lecture optique de marque. Donc, Docimo va vous permettre, à partir des banques de questions, de générer un questionnaire. On va le multiplier avec une photocopieuse en autant d'exemplaires qu'il y a d'étudiants.
Et lors de l'examen, on va fournir aux étudiants une feuille de lecture optique de marque où ils vont cocher les réponses correctes au questionnaire, s'il s'agit ici d'un questionnaire à choix multiples. Là, le lecteur optique de marque va alors nous permettre de lire ces formulaires et de générer un fichier de données avec les réponses brutes qu'on va pouvoir réinjecter dans Docimo et qui va alors traiter les réponses, nous permettre de faire du contrôle qualité avec notamment les R.bis, et alors générer, une fois qu'on a une version fiable, des feedbacks qui vont pouvoir être accessibles, notamment pour les étudiants, en ligne, via leur entrée sur la plateforme Docimo. Et là, on voit de nouveau toute une ingénierie des évaluations en formation qui se met en place où on couple des plateformes en ligne avec du matériel de lecture optique de marque dans cette configuration-ci. C'est le même genre de configuration qui est proposé au CEDAP dans le cadre du projet CORETEF et on se réjouit de voir comment ils vont aussi mettre en place cela dans leur contexte au niveau des universités marocaines. Alors, je vais terminer par une conclusion avec deux éléments que j'aimerais mettre en évidence. D'abord, les liens entre le cycle qualité et les critères de qualité. Vous avez ici les différentes étapes du cycle de construction et de gestion qualité. Et là, vous avez les différents critères de qualité dont je vous ai brièvement parlé tout à l'heure. Et on voit qu'à l'étape d'analyse, le critère qui va être essentiellement en jeu, prégnant, c'est la validité. On va s'assurer lors de l'étape d'analyse que ce qu'on va évaluer dans le dispositif, c'est bien ce qu'on voulait évaluer. Et il y aura aussi un impact en termes de diagnosticité. Si on a fait le travail avec une table de spécification, on sera d'autant mieux armé pour pouvoir renvoyer ensuite un diagnostic précis sur ce qui va, ce qui ne va pas, en fonction des chapitres et des sections et des points à évaluer qui ont été couverts ou pas par l'épreuve. Si je prends le dernier, la 7e étape, feedback, là, c'est d'autres critères de qualité qui vont être particulièrement prégnants. La diagnosticité, bien sûr, parce que les feedbacks, on voudrait qu'ils soient diagnostiques. La praticabilité, vous avez vu que les étudiants peuvent avoir accès à leur feedback via la plateforme Docimo. Donc, n'importe quand ils veulent, une fois que les résultats sont prêts, ils peuvent avoir accès à leur feedback. Mais il y a des problèmes d'équité. Est-ce que tout le monde a un ordinateur, a l'instrument, la connexion qui va lui permettre d'avoir accès à ces feedbacks? Et puis la communicabilité est en jeu parce que c'est une façon pour nous aussi de communiquer ici les résultats, les performances et si possible de façon diagnostique. Et donc on voit que pour chacune des étapes, il y a des critères qui sont plus ou moins en jeu et c'est important d'avoir ce genre de tableau en tête. On l'avait réalisé à l'époque avec une enseignante d'une haute école dans la région de Liège et on revérifie ça assez régulièrement à travers les partenariats que l'on met en place dans d'autres contextes. Et puis, dernière chose, c'est par rapport à l'Assessment Management System. Je vous ai parlé de Docimo, il y a d'autres plateformes. Et ces plateformes de construction et de gestion des évaluations, c'est un peu comme des couteaux suisses. On voudrait qu'elles fassent des tas de choses et elles font en général beaucoup de choses. On vient de le voir avec Docimo. Et elles sont bien pratiques parce qu'elles nous procurent tout ça. On a tout sous la main. Il y a une facilité et un gain de temps qui est évident. Mais en même temps, on a souvent de la frustration parce que l'outil n'est pas adapté pour toutes les situations. Et du coup, on bascule un peu entre ce genre d'outils à tout faire et l'idée de boîte à outils avec une multitude d'instruments d'évaluation. J'ai parlé de Google Sheet tout à l'heure. La suite Google permet de faire vraiment beaucoup de choses. Pas tout, mais on peut vraiment s'adapter à beaucoup de situations. Donc, on peut créer des solutions adaptées à toutes sortes de situations. Mais la frustration, elle vient aussi du fait que la maîtrise de ces outils et souvent le bricolage qui en découle est chronophage. Et voilà, on est là à basculer entre deux possibilités. Et il y a vraiment, pour le moment, encore de grosses interrogations. Avec Jean-Michel Rigaud, que vous avez entendu ce matin, on est très en questionnement par rapport à ces solutions qui sont peut-être à certains moments complémentaires, mais on voit bien qu'on a intérêt aussi à avoir des plateformes AMS, tout en continuant à se doter de boîtes à outils pour pouvoir parer à des situations qui ne seront pas couvertes par les AMS. Voilà, c'est sur cette dernière dia que je voulais clôturer l'exposé. Je vous remercie pour votre attention. J'ai mis aussi mon adresse email parce que si vous aviez des questions que vous n'aurez pas l'occasion de poser ici ou si vous voulez rentrer en contact, vous êtes certainement les bienvenus. Merci Jean-Luc.
Je dois aller au micro, non, c'est pas la peine. Merci Jean-Luc pour cette conférence fort intéressante dans laquelle, sur l'approche qualité et dans laquelle je vais Merci Jean-Luc pour cette conférence fort intéressante sur l'approche qualité dans laquelle donc, tu as abordé au début les fondements de l'approche qualité, puis après c'était l'application de l'approche qualité aux 3 premiers niveaux du modèle de Kirkpatrick, et notamment le niveau 2 et niveau 3. Et puis après, c'était l'instrumentation technologique de l'approche qualité. Et tu as fini sur une belle note qui nous laisse réfléchir sur l'adaptation aussi au contexte marocain. Donc, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Et là, je vais passer là-bas. Alors, bien entendu, aussi les collègues qui sont à distance. Est-ce qu'il y a des commentaires, des compléments aussi pour les collègues qui ont manipulé cette plateforme? Donc, vas-y. Oui, dire que c'est à lui. Donc, Jean-Luc, tu peux leur donner la parole. Je pense que c'est à toi de donner la parole. Écoute, j'essaie, mais j'arrive pas à activer le micro de la personne. Peut-être que ce serait bien si vous repreniez la main et puis que vous gériez alors les micros, parce que moi, j'y arrive pas. Voilà, bonjour. En principe, la personne... Oui, voilà, elle a le micro maintenant. Alors, merci, monsieur Jean-Luc, pour la présentation qui est intéressante. Il y a l'approche qualité sur les évaluations. Alors, selon moi, j'ai remarqué que les critères que vous avez utilisés, ils semblent aux critères de scientificité dans un processus d'évaluation, à savoir la validité, la fidélité, la rigueur, la transparence et la fiabilité, qui ont été introduites par Blair en 2007, il est une équipe canadienne. Donc, je crois qu'il semble un peu à ce modèle-là. J'ai collaboré avec Blay pendant des années et on a publié des livres ensemble d'ailleurs dans le domaine de l'application des technologies d'information et de la communication dans le cadre des évaluations, des dispositifs d'évaluation. Et les critères que je propose étaient déjà dans ma thèse en 2002 et sont en fait inspirés des standards pour l'évaluation qui viennent de l'association américaine de psychologie et d'éducation qui publie des standards en évaluation et qui reprend toute une série de critères qui sont souvent détaillés dans un ouvrage qui est régulièrement mis à jour. Et je me suis pas mal inspiré de ces critères-là qui viennent de cette littérature-là anglo-saxonne. D'accord, merci. Donc tout d'abord, je suis monsieur le professeur Belaïd Bouiral de l'Université Sultan Moulay Slimane de Bni Mellal, parce qu'on travaille déjà sur un projet, sur un référentiel d'évaluation à distance pour les apprentissages dans le cycle bachelor. Donc on est en train de travailler sur ce projet-là. Alors c'est pourquoi j'ai posé cette question, parce que j'ai consulté les différents modèles, les différents processus d'évaluation. Merci à vous, merci pour la présentation. Merci pour la question. Merci et puis merci d'avoir rappelé qu'il faut se présenter bien sûr avant de prendre la parole, comme ça nous permet de nous connaître plus. Alors est-ce qu'il y a d'autres, de la salle pour l'instant non, est-ce qu'il y a d'autres intervenants à distance? Non? Non. Non, pour l'instant, non. Donc, oui, il y a des compléments de la salle, des questions. Monsieur Jean-Luc, je m'excuse. Est-ce qu'on peut, si on veut vous contacter, on peut vous envoyer quelque chose, quelques réflexions dans cette direction?
Donc, Mais bien sûr, d'accord, c'est merci. oui, je serais ravi d'échanger avec les personnes qui assistent à cette présentation et échanger sur les idées, les questionnements et les suggestions que vous pourriez avoir d'ailleurs. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? S'il y a des compléments? Bon, en attendant, peut-être d'autres remarques. Moi, j'ai été vraiment frappée par la dernière diapo où il y a ce lien entre les critères de qualité et le cycle de gestion. Comme quoi, il y a eu une attention particulière à ces différents critères dans la construction du cycle de gestion. Et ça, c'est très intéressant et ça mérite vraiment d'être réfléchi et réadapté à notre contexte. Oui, alors, Najib. Histoire de poser une question. Tu vas te présenter, même si tout le monde te connaît. Najib El Kamoun, enseignant-chercheur à la faculté des sciences. Merci Jean-Luc pour cet exposé. C'est avec un plaisir qu'on t'entend toujours. Bonjour Najib. C'est juste pour avoir un complément concernant l'approche qualité pour l'évaluation du premier niveau. Je pense qu'on ne l'a pas vu en cours, en formation qu'on avait ensemble. On n'a pas parlé, je pense, concernant l'approche qualité. Et comme demain j'ai une intervention, j'en profite. C'est juste pour. C'est une intervention. Je crois que si. Je crois il faudrait que tu ailles revoir sur le site web. Je vais avoir certainement une question concernant l'approche qualité. Je n'ai pas pensé à ça d'ailleurs, donc je vous profite pour avoir des idées pour demain, Inch'Allah. Mais je pense que sur le site web qu'on a utilisé dans le cadre des formations Coretev, dans le module qui concernait le niveau 1, tu devrais retrouver à la fois des slides qui concernent le cycle qualité pour le niveau 1 et aussi un article qui a été publié dans Medical Educator et qui relate l'expérience avec les collègues de la formation pratique au CHUV ici à Lausanne, et où on détaille la construction du cycle de qualité pour le niveau 1. Ça a fait l'objet de cette publication-là et tu pourrais la retrouver, je pense, dans les documents. Si jamais tu ne la retrouves pas, envoie-moi un mail et je te retransmets l'article en question. Merci. Et tout ceci avant demain. Vous avez la... Merci, je suis Abdelrahman Lahlo, je suis fondateur et directeur d'un centre de formation des enseignants dans le domaine du privé. Donc c'est assez complémentaire avec toutes les belles expériences que vous faites dans le secteur public. Ma question est relative à l'auto-évaluation des apprenants eux-mêmes, des évalués. Quelle est la place que dans des systèmes comme cela, peut-être que aussi pour le prévoir, que l'on peut faire à l'auto-évaluation préalable. L'auto-évaluation ne veut pas dire que, bon, une fois le cours terminé, l'apprenant s'auto-évalue, se donne une note et bye-bye. C'est simplement, ça pourrait être se limiter à prendre en charge soi-même en tant qu'apprenant, disons, l'auto-évaluation de sa capacité à être évalué. J'ai vu des systèmes dans lesquels, à la fin des apprentissages, ou parfois en cours d'apprentissage, les apprenants disaient sur un système digital, pour telle notion que nous avons vue, ou pour telle partie du cours que nous avons vue, je me sens capable d'être évalué. Donc je lance l'évaluation. Alors soit l'évaluateur physiquement humain lance l'évaluation, soit le système déclenche les évaluations qui sont destinées à ce chapitre. Et ce que je trouve intéressant dans cette fonctionnalité, si elle existe, c'est la prise en main par l'apprenant de sa démarche d'apprentissage. Je suis en train d'apprendre, arrivé à un certain stade, je pense, moi, que j'ai compris et je pense que je suis évaluable et j'aimerais savoir si vraiment j'ai compris ou pas.
Est-ce qu'il y a une place à ça dans l'ingénierie ou pas? Alors, par rapport à la plateforme, d'abord merci pour votre question. Elle est très intéressante et elle va me permettre de rebondir sur deux, trois choses que j'ai peut-être pas eu l'occasion d'exprimer tout à l'heure. Il y a une place pour ce genre de démarche dans la plateforme Docimo, dans la mesure où vous pouvez créer toute une série de tests, et j'ai des collègues qui le font ici à la Haute École pédagogique du canton de Vaud, et qu'ils mettent à disposition des étudiants. Et qui sont des tests, qui sont des espèces de quiz, si vous voulez, où les étudiants peuvent aller y répondre quand ils se sentent prêts, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, et qui ne sont pas obligatoires. Simplement, au début de la session, tous ces tests sont disponibles. Et quand l'étudiant estime que par rapport à un chapitre donné, il est suffisamment prêt, il passe le test en question. Mais ça reste à visée formative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjeu certificatif là derrière. Il continue à y avoir un examen classique en fin de session, dans la session d'examen. Mais en termes formatifs, il y a, grâce au système et à l'ingénierie qui est derrière, la possibilité pour les étudiants d'aller se servir dans une espèce de banque de tests et au moment où ils se sentent prêts. Avec la particularité aussi, en général, on leur communique la table de spécification. L'outil table de spécification peut aussi être un outil de communication de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a l'intention d'évaluer, où on met la priorité, nous formateurs ou enseignants, par rapport à un cours donné. Et d'articuler sur cette table de spécification les différents tests. Voilà, le test numéro 1, il porte sur cette portion-ci de la table de spécification. Le test numéro 2 sur telle autre portion. D'avoir comme ça un espèce de menu, mais qui est articulé sur des tables de spécification qui montrent quelle portion du cours est en jeu dans le test en question. Ça, c'est une première réponse à votre question. Une deuxième réponse par rapport à l'auto-évaluation. Parmi les critères que j'ai évoqués tout à l'heure, on a récemment, avec Bernadette Charlier de l'Université de Fribourg, retravaillé sur ces critères et ajouté un critère qu'on a intitulé auto-évaluation. On se dit qu'un bon dispositif d'évaluation, c'est un dispositif qui, pour répondre, et on est vraiment en phase avec ce que vous venez de dire, serait attentif à cette dimension auto-évaluation. Et il y a différentes façons d'envisager l'auto-évaluation, mais il y a une façon de le faire systématique, et qui est de, lorsque par exemple on propose un test en libre service, hein, selon la proposition que vous faisiez, si c'est un test avec des questions à choix multiples, d'y associer alors la technique des degrés de certitude, qui va amener l'étudiant systématiquement, pour chacune des réponses qu'il va donner, d'évaluer à quel point il est sûr ou pas de sa réponse. Il va devoir s'auto-évaluer, faire preuve de métacognition par rapport aux réponses qu'il donne. Et il y a derrière ça toute une ingénierie par rapport au barème de tarification, etc., qui va forcer les personnes à dire la vérité par rapport à ce qu'elles savent. Et c'est un système qu'on peut utiliser aussi dans les examens certificatifs, qui est particulièrement apprécié, par exemple, en faculté de médecine et à Asselt chez Jean-Michel Rigaud. Ils utilisent massivement cette technique des degrés de certitude quand ils font des tests avec des questionnaires à choix multiples. Ça permet aussi aux personnes de s'entraîner par rapport à leur capacité à s'auto-évaluer, à diminuer leur tendance à se surestimer chez certains ou à se sous-estimer chez d'autres, parce qu'on les entraîne régulièrement à s'auto-évaluer, avec un système qui tient la route sur un plan méthodologique et avec lequel il y a toute une ingénierie qui permet de le mettre en œuvre. Merci. Bon, merci beaucoup, Jean-Luc. Alors, s'il n'y a pas d'autres remarques, pas de questions à distance, encore une fois, merci infiniment, Jean-Luc, pour ta disponibilité, pour la conférence très intéressante qui a permis d'échanger et je suis certaine qu'on va continuer à échanger autour de ce que tu as présenté cet après-midi. Donc, je cède la place au professeur Drissi pour la suite. Merci. Merci.
C'est complet. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de modérer cette session de présentation du livre Introduction à la gestion des apprentissages de M. Mustafa Bouali et de Mme Amel Rifaï. Ce livre qui s'intitule Introduction à la gestion des apprentissages, il est consacré spécialement à l'ensemble de la littérature autour de la gestion des apprentissages. Et il traite d'une manière générale
le domaine de la pratique effective de l'enseignement dans un établissement scolaire. Monsieur Abou Ali, je commence par Amal Rifaï. Donc, ce produit-là, ce livre-là, c'est un produit collectif entre Mustafa Abou Ali et Madame Rifaï. Donc, Madame Amal Rifaï, c'est professeure d'enseignement supérieur habilitée au Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation à Rabat. Les formatrices affiliées au département de l'informatique depuis 2013. Elle est titulaire d'un doctorat en informatique et télécommunications. Et il est aussi affilié au laboratoire, un laboratoire de recherche au niveau du CRMF de Rabat. Il est aussi diplômé de l'école normale supérieure de Marrakech et actuellement, il est chef de l'équipe de recherche en ingénierie des environnements informatisés pour l'apprentissage humain. Monsieur Bouali Mustafa, il est professeur de l'enseignement supérieur habilité au même centre, Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation à Rabat. Il est formateur affilié au département de la langue française depuis 2011. Il est titulaire d'un doctorat en langue et littérature française. Il est agrégé de traduction et puis il est diplômé de l'école normale supérieure de Tétouan. Il est actuellement rédacteur en chef de la revue de l'administration de l'éducation, membre du comité scientifique de la revue électronique Simeon-Med et coordonnateur du groupe de recherche innovation dans l'éducation et la formation affilié au CRMF de Rabat. Parmi ses intérêts, bien sûr, il y a la littérature, la didactique, et aussi il y a les nouvelles technologies d'information et de communication. Donc, à vous la parole, M. Mustafa. Ouais. Donc, bonjour tout le monde. Donc, avant de commencer cette présentation, donc, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de ces journées et les remercier du fond du cœur de tout l'effort qu'ils font, M. Drahmaoui et tout le reste des membres de cette équipe, de son équipe. Donc, je le remercie aussi de m'avoir donné cette occasion pour présenter ce modeste travail. Et donc, j'ai le plaisir de vous, cher auditoire, de vous présenter plus ou moins le contenu de un tout petit résumé du contenu de ce livre, en espérant qu'il sera bénéfique pour un très grand ou un large public en rapport avec le domaine de l'enseignement. Donc, comme vous pouvez le constater, l'objectif de cet ouvrage, c'est tout d'abord présenter un apport théorique qui permet d'asseoir des pratiques de la classe adaptées aux situations rencontrées. Et donc, les stagiaires, les enseignants, les formateurs, ils rencontrent des situations d'enseignement, d'apprentissage qu'ils doivent gérer et ils ont besoin d'un background théorique sur lequel ils peuvent asseoir leur pratique. Le deuxième objectif, c'est orienter les lectures dans le domaine de la gestion des apprentissages. Et donc, parfois, on ne trouve pas facilement les références dans ce domaine de gestion des apprentissages. Donc, ce livre est là pour objectif d'orienter les lectures de telle façon à avoir le maximum de précision dans ce domaine. Troisième objectif, c'est présenter une revue de littérature en rapport avec la gestion des apprentissages. Et donc, ce domaine, le domaine des gestions des apprentissages, présente une grande difficulté et une grande densité, dans la mesure où elle se rapporte à plusieurs autres disciplines, à savoir la didactique, la pédagogie, la psychologie, etc. Et donc, pour un enseignant, il sera très difficile de regrouper
une revue de littérature en rapport avec tous ces domaines, les lire et par la suite passer à la pratique. Donc, ce livre, il va faciliter plus ou moins cette perspective. Autre chose, c'est ce livre est là pour objectif de contribuer à l'auto-formation des enseignants. Et donc, la plupart du temps, dans les centres de formation des enseignants, on a un temps qui est très limité et donc nous avons des matières ou des modules qui normalement doivent avoir un espace-temps dans lequel qui peut s'étaler sur toute l'année, alors que nous avons des modules qui ne dépassent pas 20 à 30 heures. Et donc, il sera très difficile à donner tous ces contenus aux enseignants dans un temps qui est très limité, à savoir 20 à 30 heures. Et en dernier lieu, c'est présenter les problématiques saillantes soulevées dans le domaine de la gestion des apprentissages et donc tout simplement pour faire connaître les problématiques que rencontrent les enseignants lorsqu'ils sont en train de gérer une classe, tout simplement. Et donc, voilà pour les objectifs de cet ouvrage. Ensuite, comme public cible, nous ciblons à travers cet ouvrage les formateurs, les enseignants stagiaires, les inspecteurs de l'éducation, les enseignants du primaire, du secondaire, les enseignants universitaires, les étudiants des ESEF, les étudiants des ENS, les étudiants de la FSE, etc. Et donc, toute personne en rapport avec le domaine de l'enseignement, elle trouvera quelque chose à lire dans cet ouvrage. Donc, sur le plan de la structure de ce livre, nous avons choisi, moi et ma collègue, de l'organiser en 6 chapitres. Et ces 6 chapitres, ils s'organisent du plus général vers le plus particulier. Et donc, comme vous pouvez le constater dans le premier chapitre, nous avons des notions qui se rapportent, que ce soit à la pédagogie ou à la didactique ou aux deux en même temps. Mais par la suite, à la fin, dans le 6e chapitre, vous remarquez que nous arrivons aux phases d'une séance pédagogique. Et donc là, c'est-à-dire que nous sommes à l'intérieur d'une classe et nous sommes en train de gérer carrément des enseignements apprentissages. Et donc, on doit faire connaître aux enseignants les étapes par lesquelles passe une séance pédagogique et quelles sont les stratégies sur lesquelles on peut asseoir une pratique saine et cohérente à l'intérieur de nos classes d'enseignement. Bien, donc si nous prenons le premier chapitre intitulé de la pédagogie à la didactique, vous allez remarquer qu'il est divisé plus ou moins en 3 grandes parties. La première partie, elle s'attache à élucider les processus enseigner, apprendre et former du point de vue de la pédagogie. Et donc, vous remarquez que ce premier chapitre, il est déjà en rapport avec un domaine qui est global, général, à savoir la réflexion pédagogique. Puis, nous allons passer vers les actions de l'enseignement-apprentissage situées sur les 3 axes épistémologiques et psychologiques et praxiologiques. Et donc, si la première partie elle est en rapport avec la pédagogie, vous pouvez déjà détecter qu'elle se rapporte au triangle pédagogique élaboré par Husserl. Et par contre, la deuxième partie sur les 3 axes épistémologiques, psychologiques et praxiologiques, vous allez remarquer qu'elle se rapporte déjà au deuxième triangle qu'on appelle le triangle didactique, qui est basé sur ces 3 axes et qui nous permet, c'est-à-dire le fait de comprendre ce triangle didactique, il va nous permettre par la suite de réfléchir sur les opérations que nous pouvons réaliser à l'intérieur d'une classe. En 3e lieu, nous avons les concepts clés du point de vue de la didactique, tels que apprendre, enseigner, gérer les apprentissages, etc. Et donc, ces concepts, même si nous avons une certaine croyance qu'elles sont très claires, par la suite, lorsque nous discutons avec des enseignants, apparaît que la définition de ces éléments, elle est plus ou moins floue dans leur représentation. Et donc, c'est pour cette raison que
nous attaquons dans cette troisième partie plus ou moins une petite définition de ces éléments dans un objectif de modifier les représentations des enseignants et des enseignants stagiaires et de certains formateurs concernant ces éléments. Dans le chapitre 2, qui est la structuration des apprentissages, donc nous commençons à entrer dans le vif du sujet. Et donc, automatiquement, pour travailler ou pour structurer un apprentissage quelconque, il faut avoir une certaine clarté dans la compréhension de certains éléments, tels que, par exemple, la différenciation entre les types de tâches, ou la tâche d'une manière générale, et avec l'activité pédagogique. Et donc, cette différenciation va nous permettre par la suite de passer à un autre concept qui est très important, à savoir la situation d'apprentissage. Et donc, et la compréhension de la situation d'apprentissage va me permettre, comme enseignant, d'élaborer ce qu'on appelle des séquences d'enseignement apprentissage, ce qu'on appelle tout simplement les séquences pédagogiques. Dans un chapitre 3, à savoir sur le plan de l'intitulé, c'est la mise en place d'une séquence pédagogique. Donc, vous remarquez, on commence par la structuration. Maintenant, on va chercher à mettre en place une situation pédagogique. Et donc, carrément, lorsque je cherche à mettre en place une situation pédagogique, les deux premiers éléments auxquels je dois penser, c'est de déterminer la compétence que je cherche à élaborer et par la suite de décliner cette compétence en un ensemble d'objectifs qui me permettront par la suite de l'atteindre. C'est pour cette raison que nous cherchons à présenter plus ou moins ce que c'est qu'une compétence, ce que c'est qu'un objectif, et par la suite nous faisons appel à ce qu'on appelle l'objectif obstacle. Et là, l'objectif obstacle, c'est un élément qui est très important dans la mesure où il ne vient de la réflexion scientifique, et spécialement de la pensée de Gaston Bachelard, qui dit qu'il n'y aura pas de progrès dans le domaine des sciences s'il n'y avait pas des obstacles et des questionnements. Et donc, cet élément, c'est-à-dire l'organisation ou la mise en place d'un objectif quelconque, il sera mieux de l'asseoir sur un obstacle que les élèves ou les apprenants d'une manière générale, les étudiants, essayeront de dépasser. Et au moment où ils essayeront de dépasser cet obstacle, c'est à ce moment-là où il y aura la possibilité de création d'un nouveau savoir. Ils peuvent avoir à acquérir un nouveau savoir à partir du dépassement des obstacles. Et donc, d'ailleurs, c'est de cette manière que la totalité de la science s'est développée depuis les débuts de la pensée humaine. Et par la suite, nous essayons de montrer comment on peut formuler ces objectifs à partir des différentes taxonomies, telles que la taxonomie de Bloom, la taxonomie de Bertium et d'Aelt, et aussi la taxonomie de Jewett, c'est-à-dire tout simplement la taxonomie cognitive, la taxonomie affective et la taxonomie qui se base sur le domaine psychomoteur. Dans un quatrième chapitre intitulé Coran, méthode et démarche pédagogique, nous cherchons plus ou moins à donner une sorte d'aperçu sur ces courants pédagogiques et ces méthodes et ces démarches pédagogiques, dans la mesure où ces éléments-là, elles sont d'une très grande importance lorsqu'on veut gérer une classe. Parce que la gestion de la classe, c'est la mise en place ou la pratique tout simplement d'une démarche ou d'une méthode ou d'un courant quelconque. Et donc, on doit choisir chaque fois que nous sommes en train de gérer une classe, on doit choisir nos méthodes et on doit choisir nos démarches selon les objectifs que nous cherchons à atteindre et selon les obstacles que nous cherchons à dépasser. Et c'est là qu'apparaît la pertinence des choix d'un enseignant. Donc, l'enseignant, elle doit s'habituer à choisir les démarches pertinentes pour atteindre
les objectifs escomptés. Donc, sans m'attarder sur ces éléments-là, je passe à la présentation du chapitre numéro 5, à savoir la gestion d'une séance pédagogique. Et donc, comme vous pouvez le remarquer sur la diapositive, nous cherchons à toucher un ensemble de thématiques en rapport avec la gestion d'une séance pédagogique, à savoir, par exemple, la dynamique des groupes. Et donc, la maîtrise de la dynamique des groupes permet une très bonne gestion de la classe et permet par conséquent à arriver à atteindre les objectifs recherchés. Par contre, le manque de maîtrise de cette dynamique des groupes, tout simplement, elle conduit à l'échec de l'opération de l'enseignement-apprentissage. Et donc, le problème, c'est que cette dynamique des groupes, elle a un rapport très étroit avec la personnalité de l'enseignant. Et donc, il faut développer cette personnalité dans ce sens d'avoir la capacité de gérer sa classe, de choisir quelle dynamique elle va installer dans sa classe, de telle façon à avoir la capacité d'atteindre les objectifs escomptés. Nous touchons aussi à d'autres thématiques telles que, par exemple, les techniques de questionnement. Vous pouvez, ici, c'est un point crucial dans le domaine de l'enseignement-apprentissage, surtout dans le domaine scolaire. D'accord? Dans le domaine scolaire, un enseignant, déjà, c'est un questionnement interminable. Et donc, un bon enseignant, c'est celui qui arrive à poser la même question de plusieurs manières et même à l'infini. Et donc, sinon, il va être confronté au silence de la classe, et c'est le temps mort. La plupart du temps, il est remplacé par le bruit et par autre chose. Donc, le questionnement, il permet plus ou moins la progression de la classe et par la suite la réussite de la totalité de l'opération de l'enseignement-apprentissage. Aussi, nous parlons par exemple de la consigne. La consigne, elle a un certain rapport avec l'évaluation et parfois, on se trouve devant un enseignant, par exemple, qui évalue un élève et lui donne, par exemple, un 0 ou 2 ou 5, par exemple. Et lorsque on fait une analyse de la consigne qui a été donnée à cet élève, nous constatons, par exemple, que le problème, il vient de la consigne et non pas de l'élève. On pose aux mêmes élèves la consigne autrement et on constate que, par exemple, elles ont la moyenne ou plus que la moyenne. Et donc, de ce fait, dans le domaine de l'enseignement-apprentissage, l'élaboration des consignes, elle reste un élément crucial et la maîtrise de ces consignes permettent d'avoir, c'est-à-dire un jugement réel sur les capacités des enseignants, sur les capacités, pardon, des apprenants. Ensuite, on parle aussi de certains éléments tels que, par exemple, la motivation des élèves en classe. On parle aussi de la pédagogie différenciée, dans la mesure où la plupart du temps, les enseignants, que ce soit dans le domaine scolaire ou dans le domaine universitaire, je travaille dans les deux et je me trouve toujours devant un public qui est hétérogène, carrément hétérogène. Et je me trouve devant un très grand public qui est en train de se dissocier du cours tout simplement parce qu'il n'a pas les acquis ou les prérequis nécessaires pour suivre ce cours. Et donc, à ce moment-là, la pratique de la différenciation à travers le travail ou à travers une dynamique de groupe permettrait, je la mets au conditionnel parce que selon sa pratique, permettrait de dépasser ce problème qui est remarqué, je dis bien, dans tout le processus de notre enseignement, que ce soit, je dis bien, dans le scolaire ou dans l'universitaire. Nous parlons aussi de la gestion de l'espace, la gestion de temps, etc.
Et donc, tous ces éléments, vous pouvez les découvrir à travers la lecture de cet ouvrage. En dernier chapitre, qui est les phases de l'enseignement-apprentissage, donc tout simplement, ou les phases d'une leçon. Donc, nous sommes en train de montrer quelles sont les phases sur lesquelles on peut travailler. Et donc, vous avez la première phase, la phase de motivation, c'est celle qui ouvre tout enseignement-apprentissage. Et par la suite, vous avez la phase dans laquelle je vais mettre une conceptualisation, la phase de synthèse, la phase par la suite d'évaluation ou d'auto-évaluation ou d'évaluation formative selon le type de cours que je suis en train de présenter. Et donc, tous ces éléments-là, ils vont permettre par la suite, c'est-à-dire le processus de l'élaboration du cours va permettre par la suite d'avoir un feedback et de la part des apprenants. Et ce feedback, il va permettre à l'enseignant de comprendre quelles sont les lacunes qui restent dans ce cours. Et par la suite, il peut programmer des remédiations. Et ces remédiations, elles peuvent être immédiates, c'est-à-dire sur le champ, dans le même cours, ou elles peuvent être recalées à un autre temps, tout simplement. Bon, voilà, j'ai essayé de brièvement de vous présenter le contenu de cette ouvrage. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et donc, je mets à votre disposition un certain nombre de ce livre que vous pouvez prendre et lire à tête reposée pour découvrir plus ou moins ce que nous avons mis en place comme étant des connaissances. Et j'espère que cela vous servira à quelque chose pour tout lecteur d'une manière générale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Mustafa. Je vais rester s'il y a des questions. Merci beaucoup, M. Mustafa, pour la présentation qui est pertinente. Comme vous le savez, dans les modules de formation qu'on attribue aux futurs enseignants, dans les centres de formation formation régionaux, il y a les modules principaux sont généralement la didactique de la discipline, la planification des apprentissages, la gestion des apprentissages et puis l'évaluation des apprentissages. Ce sont les modules les plus donnés dans les centres de formation au niveau du Maroc. Et donc, je rappelle juste les 6 chapitres de l'ouvrage Introduction à la gestion des apprentissages. Il y avait de la pédagogie à la didactique, structuration des apprentissages, mise en place d'une séquence pédagogique, les courants pédagogiques, les méthodes et les démarches pédagogiques, la gestion d'une séance pédagogique, et puis les phases d'enseignement-apprentissage avec les phases de la gestion d'un cours en classe. Si vous avez des questions, je vous donne la parole si vous avez des questions. Je voudrais féliciter Mustafa et ses collègues pour le travail qu'ils ont accompli et qui est un travail, d'après ce qu'on a vu, d'après la présentation, il est très clair. Les choses paraissent très claires dans vos têtes et ça c'est un atout. On voit très bien comment les idées s'enchaînent. Et je suis convaincu que c'est une richesse pour les CRNF, pour les ENS, pour les EF, comme vous avez dit. C'est une très bonne chose qui fait chaud au cœur. Je connais une collègue à l'ENS de Marrakech qui est didacticienne du français. D'après elle, je pressens que les didacticiens de cette spécialité sont très imaginatifs, très créatifs. Et l'exemple que je vois ici avec ce livre que vous avez réalisé, on est une autre preuve. Je voudrais juste attirer l'attention sur les petites choses, parce que dans l'ensemble,
C'est très joli ce que vous avez fait. Parfois, je crois que vous aussi, vous avez ce sentiment. On a du mal à distinguer le pédagogique du didactique. Lorsque vous parlez, par exemple, de la motivation, et vous la mettez je crois dans le chapitre 2, je ne me rappelle pas, dans le pédagogique, dans le didactique. Chapitre 1. Chapitre 1. Vous la mettez dans la didactique, ou dans le didactique, c'est pas facile. C'est pas facile. Beaucoup de choses. Et en particulier la motivation, c'est vrai, il y a le didactique, mais il y a aussi une part pédagogique. C'est ça ma remarque. Oui. Donc, je vous remercie tout d'abord pour tout ce que vous avez dit pour les enseignants des CRMF. Et donc, effectivement, la frontière il n'y a pas de frontière étanche entre la pédagogie et la didactique. D'accord, ça c'est clair. Et donc, on peut revenir, par exemple, on va revenir à ce qui est très ancien. On va revenir à Aristote et à Platon, par exemple. Et donc, lorsque j'analyse, par exemple, les discussions socratiques, par exemple, la technique de la maïeutique, par exemple, Aristote et Platon, ils sont considérés comme des pédagogues. D'accord ? Pourtant, la technique de la maïeutique, c'est elle que nous utilisons, par exemple, pour élaborer le questionnement. Et donc, qui est un élément qui est parfaitement didactique. Donc, vous remarquez que, c'est-à-dire établir des frontières comme ça, des murs entre la pédagogie et la didactique, ça relève presque de l'impossible. Tout simplement, à un certain moment, nous avons besoin de pédagogues didacticiens et de didacticiens pédagogues. Et c'est spécialement dans ce problème de la motivation. Et même, nous avons besoin de psychologues. La motivation, la plupart du temps, elle a une part de didacticien, mais aussi de pédagogue, dans la mesure, la manière de réfléchir sur l'agir de son public. Et vous avez aussi une part qui est carrément psychologique. D'accord ? Et donc, je suis en train d'analyser le comportement de mon public cible selon sa psychologie, selon sa manière, selon sa manière de recevoir mon message, etc. Et donc, effectivement, vous pouvez voir que dans la totalité du livre, même si on a fait l'introduction au début générale, pédagogie, didactique, mais par la suite, chaque fois que vous allez prendre un point, vous allez trouver et le pédagogique et le didactique qui se côtoient, qui se complètent. Et tout simplement, chaque fois que nous avons besoin d'une spécification disciplinaire, c'est à ce moment-là que je me trouve réellement dans la didactique pure, c'est-à-dire la didactique de la discipline. Mais par la suite, lorsque je parle sur des généralités, je me trouve en train c'est-à-dire de confronter une réflexion pédagogique générale avec une réflexion didactique qui cible des points spécifiques qui se réalisent à l'intérieur de la classe, tout simplement. Et donc, on a besoin d'un enseignant qui a les deux facettes, et même s'il ajoute la troisième, celle du psychologue, ça sera parfait pour mener à bien les apprentissages d'une manière plus ou moins correcte et facile. Parce que la plupart des enseignants, ils trouvent des difficultés, même s'ils ne le disent pas. Tout le monde trouve des difficultés dans la mesure où le public cible, il n'est pas toujours en mesure de suivre ce que nous sommes en train de leur dire. Et donc là, il faut établir des ponts entre l'enseignant et son public. Et même dans certains cas, il faut donner la main au public. Donner la main au public, c'est-à-dire il faut laisser agir le public cible. Et donc, c'est-à-dire le mettre au centre des apprentissages et par la suite le laisser agir et à travers son agir,
elle va construire son apprentissage par son action. Et par la suite, l'enseignant aussi, elle doit faire un certain recul et devenir quelqu'un qui guide tout simplement la totalité de l'opération sans beaucoup d'intervention. Ce qui tue l'enseignement actuellement, c'est l'intervention qui se croit efficace de l'enseignant. D'accord? L'enseignant qui intervient depuis le début de la séance jusqu'à la fin et elle croit qu'elle est en train de faire quelque chose d'efficace. Alors que tout simplement, il y a le fossé qui est en train de se creuser entre lui et son public. Inversement, elle peut lancer la balle ou le travail vers le public cible et l'orienter de telle façon à construire ou à co-construire son apprentissage de telle façon qu'il devient lui-même l'acteur de la totalité des opérations qui peuvent se réaliser au sein d'une classe tout simplement. Donc voilà, j'espère que c'était... Une dernière question. Oui. Moi, je voudrais me joindre à professeur Soukri pour donner un témoignage d'abord. Ensuite, j'ai une réflexion et une question. Très rapidement. Le témoignage, c'est bravo. Sincèrement, je me joins à lui. Merci beaucoup. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots et les chapitres pour l'écrire viennent aisément. Merci beaucoup. Paraphraser Boileau. Moi, en tant que directeur d'un centre de formation des enseignants, je suis preneur de la démarche. C'est véritablement, ça peut être un manuel d'enseignement. Dans mes enseignements, dans mon certificat aux enseignants, mon module cœur de programme voit la gestion des apprentissages, gestion des apprentissages. On dit la psychopédagogie pour mieux connaître l'enfant, mais le module cœur, gestion des apprentissages, à côté de la communication, les TIS, le développement personnel, etc. Et ce cœur de certificat est vraiment très important. Merci beaucoup. La réflexion, pour revenir à la didactique et la pédagogie, vous aurez tout à fait raison. مع l'équipe ديال CIFIP, le centre de formation, قلنا غادي نديروا حنايا la pédagogie. لأنهم اللي جينا نقتبسوا من les programmes des CRMF, les programmes des NS de Chine, كنلقاو traditionnellement la didactique générale et la didactique spécifique. Bon, حنا داك الشيء حنا بالنسبة لنا كنديروا de la pédagogie. La didactique des matières, ما كنديروهاش. كنديروها à la fin lorsqu'un enseignant, puisqu'on forme des enseignants qui ne savent pas encore ce qu'ils vont enseigner au primaire, au collège. Il m'a les sciences, il m'a les maths, il y a littéraire. Donc, je vous donne la didactique, la pédagogie dans toute sa transversalité, oui. Où la didactique demande, à notre sens, beaucoup moins d'investissement que ce que demande la pédagogie. Pour moi, c'est 90% de la chimie. Les ouvrages, c'est la pédagogie. Le troisième point, c'est une question. Est-ce que vous avez, dans l'un des chapitres à la fin, des études de cas, des choses concrètes. أنا كنشوف مصلحتي غادي نعتمدوا كمرجع manuel, mais il me faut des cas pratiques. Il faudrait que les futurs enseignants qui sont les apprenants chez moi trouvent des illustrations, des case studies. Oui. Est-ce qu'il les comprend? Et s'il ne les comprend pas, ça serait peut-être l'objet du numéro 2. Oui, c'est possible, une deuxième édition. Des activités oui, la plupart du temps, les cas pratiques, on les fait sur le tas à partir des mises en situation professionnelle. Et donc, c'est pour cette raison que nous n'avons pas prévu en vérité de cas comme ça, une description d'un cas. D'accord? Mais de toute façon, c'est une très bonne idée. Je chercherai avec ma collègue de l'intégrer d'une manière ou d'une autre. Pour ce problème pour vous comme directeur d'école, etc., vous avez vos choix, d'accord? Et vous avez choisi la pédagogie comme ça qui est transversale. Mais en vérité, par la suite, les enseignants qui sont en train qui vont prendre en charge la classe, ils ne seront pas réellement confrontés à rien que de la pédagogie. Ils seront confrontés plutôt à la didactique de discipline. D'accord? Et à ma connaissance, la didactique des mathématiques, par exemple,
ou de la biologie, elle ne sera pas, par exemple, la même que que la didactique de la langue française, d'accord, ou d'une autre, de la géographie, par exemple, ou quelque chose comme ça. Et donc, selon ce que vous voulez faire de votre public cible, si vous voulez faire de ce public cible des personnes qui réfléchissent sur l'acte de l'enseignement, à ce moment-là, la pédagogie elle sera suffisante. Mais si vous voulez faire de votre public cible des personnes praticiens qui vont aller en classe et vont pratiquer l'enseignement-apprentissage, à ce moment-là, elles ont besoin d'une part de la pédagogie pour avoir à élaborer une réflexion sur ce qu'elles sont en train de faire, mais en même temps, elles auront besoin de la didactique de leur discipline qui va leur permettre de cadrer l'acte de l'enseignement-apprentissage en classe. Parce que la manière à travers laquelle j'analyse les représentations, un élément très simple, avec lequel on ouvre, par exemple, une formation ou un cours, la manière avec laquelle un enseignant de français analyse les représentations de son public à l'égard d'un cours quelconque n'est pas le même, c'est pas la même approche que celle qui sera adoptée par un professeur de mathématiques. D'accord? Dans la mesure où la langue française, c'est plutôt une matière qui a une tendance à la communication. Et les mathématiques, c'est plutôt une matière qui a une tendance à l'abstraction. Et donc, vous remarquez que les deux, l'une, elle est verbale et l'autre, elle se base sur la réflexion. Et donc, dans ce cas, est-ce que celui qui a eu rien qu'une formation en pédagogie arrivera à assumer la responsabilité d'une classe dans laquelle il y a la réflexion sur les symboles, sur les mathématiques, ou une autre classe dans laquelle il y a la réflexion sur les opérations de l'acquisition de la langue, par exemple. Et donc, les deux manières de réfléchir, elles ne peuvent être cadrées que par la didactique disciplinaire. Automatiquement. Et donc, un centre de formation, par exemple, les centres de formation dans lesquels je travaille, effectivement, ils couvrent toutes les disciplines. D'accord? Et même, nous avons des disciplines de l'art, de la musique, de la peinture, etc. Et donc dans ce cas, l'action d'enseigner rien que de la pédagogie, elle arrive à une limite quelconque, une limite X. L'enseignant a besoin d'arriver à une deuxième limite, c'est la limite Y, dans laquelle il arrivera à avoir une réflexion qui va lui permettre d'élaborer les enseignements apprentissages à l'intérieur de leur classe, tout simplement. Et donc, j'espère que j'ai bien répondu. Mais il faut Y1, Y2. Voilà, bien sûr, bien sûr. Félicitations. Merci beaucoup. Rapidement, bon, je voudrais me joindre aux collègues pour dire que c'est un travail immense, clair, surtout. Votre présentation, en tout cas, est ça permet de vulgariser un certain nombre de choses. C'est un objectif. Ma question, est-ce que vous avez fait une relecture de ceci sous l'angle du numérique, juste pour faire le lien avec la thématique de ces journées? Effectivement, par exemple, à plusieurs reprises, nous avons, c'est-à-dire l'organisation ou la gestion de la classe, qui est à plusieurs points. Il y a aussi comment on peut intégrer les technologies, mais nous n'avons pas insisté sur cet élément-là parce que la plupart du temps, on l'enseigne loin de la gestion de la classe. C'est dans un autre module particulier, à savoir les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement, et dans lequel il y a, je l'enseigne d'ailleurs au CRMF, et dans lequel il y a les manières à travers lesquelles on peut gérer des situations dans lesquelles on intègre ces technologies de l'information et de la communication. D'accord? Donc là, c'est la base tout simplement de ce qui est la gestion de l'apprentissage. Et par la suite, on peut aller vers plusieurs perspectives, à savoir des disciplines spécifiques, à savoir l'intégration des technologies de l'information et de la communication, qui nous ajoute un deuxième, ou plutôt un quatrième
un quatrième pôle dans le triangle d'Essaï, et donc ça donne d'autres perspectives tout simplement. Merci beaucoup, Mustafa. Merci beaucoup. Donc, on vous invite à une pause café. Donc, merci beaucoup pour tout le monde. Merci.